Je suis Benoît Thierry, le représentant régional du FIDA pour le Sahel. Benoît Thierry, pour cette 14e édition de la Biennale de Dakar, le FIDA et le PARM, plateforme pour la gestion des risques agricoles, nous proposent cette exposition photo au cœur de laquelle se trouvent des agriculteurs présentés comme des héros de la sécurité alimentaire. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette initiative ? Oui, tout à fait. Comme vous savez, le FIDA est spécialisé dans l'appui aux petits agriculteurs, à l'agriculture familiale. Et c'est quelque chose qui est peu connu parce que bien que les agriculteurs nous donnent à manger tous les jours, à nous tous, dans les pays, dans les villes, on est peu au courant de leurs activités, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage ou même dans la pisciculture. Donc en les appuyant, le FIDA leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Et je pourrais y revenir, mais ce qui nous fait très plaisir avec la Biennale des Arts à Dakar, c'est d'arriver à rapprocher les agriculteurs du milieu urbain, à mieux les aider à se faire connaître. Vous voyez toutes ces photos ici, les présentent dans leur village, mais les présentent sous une forme sublimée pour magnifier un peu leur travail quand ils produisent des fruits, quand ils produisent des légumes ou produisent du lait par exemple. C'est assurément un bel hommage qui leur est ainsi rendu. Mais une fois qu'on a fait cela, sur le plan politique, est-ce que vous avez des attentes de la part des gouvernants? Oui, pour moi c'est très clair parce que ce sont des héros qui tous les jours se battent contre les conditions naturelles, contre des chaînes de valeur difficiles et arrivent à produire et à vendre leurs produits, ce qui n'est pas facile. Mais aussi, il démontre qu'on peut gagner sa vie de manière décente dans l'agriculture. Et ça, on ne le dit pas assez. Et je pense que la Biennale des Arts doit aider à faire passer ce message. L'agriculture est un métier comme les autres, où on peut gagner de l'argent, faire vivre sa famille, nourrir ses enfants, les aider à grandir. Et je peux vous dire qu'on peut sortir aussi des très bons salaires. Et le message, on aimerait que la jeunesse de toute l'Afrique le sache. Les métiers ne sont pas que dans les villes, ils sont aussi au milieu rural et on peut en vivre tout à fait décemment. Justement, on peut bel et bien vivre décemment de l'agriculture, mais encore faut-il que les agriculteurs puissent vendre leurs produits au juste prix. Comment relever ce défi? Voilà, il y a un grand nombre de défis, dont celui de la vente que vous évoquez, mais avant celui-là, avant d'arriver à vendre, il faut avoir une production de qualité. Et avant d'avoir une production de qualité, il faut être un grand stratège. Parce que comme on le sait tous, si tout le monde fait ses productions de tomates ou d'oignons au même moment, les prix s'effondrent. Donc il faut bien calculer la période où vous allez le faire. Si vous faites un produit qui arrive quand il y en a beaucoup d'autres, vous pouvez aussi trouver des manières de le stocker. Ça, c'est ce qu'on appelle les organisations des chaînes de valeur et notamment les interprofessions d'agriculteurs et d'éleveurs. C'est-à-dire nous aidons à partir de petits groupes d'éleveurs à se consolider en grandes associations qui travaillent sur tout le long de la chaîne de valeur. Et ces interprofessions donnent vraiment une chance pour pouvoir augmenter les revenus agricoles. Pour revenir plus précisément à ma question, comment aider le paysan pour qu'il puisse écouler sa production de la meilleure des manières et qu'il en vive confortablement? Voilà, alors il faut d'une part définir qu'est-ce que c'est qu'un revenu décent. Le revenu décent, c'est ce qui va permettre aux jeunes d'avoir les équipements qu'ils souhaitent, de s'installer. Mais c'est ce qui va aider aussi une personne qui vient de se marier, qui a des enfants, de nourrir les enfants. Donc, les revenus changent au cours des années et des générations. Donc, on doit prévoir des activités comme celle-là. Si je vous donne l'exemple de l'élevage de poulets, le jeune de 16 ans qui sort de l'école peut faire 50 ou 100 poulets. Mais dès qu'il se marie, il peut faire 1000 poulets. Et quand il a des enfants, 5000 poulets. Donc voilà comment on peut gagner suffisamment d'argent. Après, l'organisation de la production pour la vente, puisque vous êtes revenu sur cette question, c'est une organisation des marchés qui est nécessaire. 1, habituer les gens à la qualité. 2, payer le juste prix aux agriculteurs. Est-ce que vous savez comment on achète les produits en milieu agricole? Pourquoi est-ce que beaucoup d'achats se font encore au sac et non pas au kilo? Il y a des grandes marges d'amélioration là-dessus. Parce qu'au sac, je peux doubler les quantités, vous ne verrez rien. Alors qu'au kilo, là, l'agriculteur va vraiment toucher l'argent qu'il doit recevoir. Donc ce sont ces changements-là
qui doivent rentrer dans les mentalités et des commerçants et des agriculteurs. Et là encore, que les gouvernements établissent les lois qui les fassent respecter. Benoît Thierry, est-ce que le Fonds international de développement agricole, FIDA, soutient l'entrepreneuriat agricole des jeunes africains? Tout à fait. Je pourrais vous citer beaucoup de projets que nous sommes en train de réaliser au Sénégal, au Mali, mais que j'ai réalisé aussi avec le gouvernement de Madagascar, du Rwanda, du Népal. L'entrepreneuriat des jeunes est très important. Et là encore, ça ne se fait, voilà, ça ne se fait pas que en ville, ça se fait aussi à la campagne. Et nous parlons d'entrepreneuriat rural. Donc il y a les agriculteurs, les éleveurs, mais il y a aussi tous les métiers du milieu rural. Parce que nous avons besoin pas d'un forgeron traditionnel, mais d'un fabricant de machines, d'un réparateur de machines. Nous avons besoin d'un menuisier qui soit aussi au point, de soudeur. Donc il y a énormément de métiers qui, avec la croissance démographique, ramènent beaucoup de fonds à ceux qui s'y investissent. Puisque votre cible, ce sont de petits agriculteurs, alors comment le FIDA aide ces agriculteurs à faire face aux effets et aux défis du changement climatique? Alors là, c'est un des autres grands sujets d'aujourd'hui, effectivement, et notre groupement, le PARM, qui traite des risques climatiques et des risques qui entourent l'agriculture, a développé ça de manière très importante. Pour moi, je vais vous le dire franchement, le changement climatique n'est pas une nouveauté pour nous en Afrique. Vous pouvez parler avec les agriculteurs qu'on a vus tout à l'heure. Déjà, il y a 30 ou 40 ans, les pluies commençaient à se dérégler, les déserts avançaient. Donc c'est quelque chose avec lesquels ils vivent depuis longtemps. Maintenant, les solutions techniques sont là. Tout le problème, c'est comment faire passer ces solutions techniques à un nombre maximum d'agriculteurs et d'éleveurs. Vous connaissez les solutions comme moi. Dites-nous quelles sont-elles? Au lieu de faire de l'irrigation avec des grosses pompes, on passe à de la micro-irrigation qui consomme très peu d'eau. Dans les zones où il n'y a plus de rivières, on peut faire des forages, et des forages peuvent être de très grande profondeur. Dans les aménagements pastoraux que le FIDA réalise, par exemple dans le Ferlo, vous avez le forage au milieu avec 3 très grands tubes. Un tuyau va pour les agriculteurs, un autre pour les éleveurs et un pour les villages. Donc les solutions sont là, mais il faut qu'elles soient mises en œuvre par les États à une échelle nationale et internationale, pour ne pas toucher seulement 10 000 paysans, mais 100 000, 1 million, 10 millions. C'est ça ce qui est recherché. Depuis quelques années, l'on nous alerte sur la question des réfugiés climatiques. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que c'est un phénomène que vous observez déjà dans nos villages africains? Oui, je crois que malheureusement, ce sont des crises à bas bruit, comme on le dit, parce que ce ne sont pas des gens qui vont sortir manifester dans la rue, de crier, etc. Mais quand vous voyez l'exode rural, quand vous voyez les familles qui sont appauvries et qui envoient leurs jeunes à la ville ou à l'étranger, ça montre bien qu'il y a ce phénomène-là qui a joué. De la même manière, moi qui ai vécu ici il y a une trentaine d'années, qui suis revenu, je vois bien que les zones changent. Autrefois, on trouvait l'arachide à Louga. Maintenant, non, l'arachide est beaucoup plus bas. Donc ces changements sont là et ont beaucoup d'impact. Donc pour les réfugiés climatiques, je pense que là encore, les gouvernements doivent prendre la question à bras-le-corps, faire des plans à moyen et long terme, parce qu'on sait déjà ce que seront les terres de demain, on sait déjà ce que sera la population de demain, et donc c'est une bonne planification qui doit aider à mettre les ressources et les investissements là où ils sont nécessaires. Par exemple, de dire, le long du fleuve Sénégal, il reste encore 200 000 hectares à irriguer, ils peuvent être mis en valeur. Et la même chose au Niger ou au Mali. Alors, quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, comme je vous disais, c'est que nous sommes très engagés pour l'agriculture familiale, pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique latine. Et c'est vraiment le succès qu'on a dans cette agriculture qu'il faut dire. Ce sont vraiment des métiers d'avenir, à un moment où la population du monde continue de grandir, où l'environnement est plus ou moins stable. Il y a des méthodes d'agriculture très respectueuses de l'environnement et qui permettront de nourrir la planète. Et j'encourage les jeunes à apprendre à investir dans ces domaines parce que ce sont vraiment des métiers d'avenir.